Votre programme d'information avec l'UIL, l'Université internationale de Libreville, le fleuron de la formation universitaire en Afrique. Merci de nous recevoir chez vous avec tout le respect que je dois aux téléspectateurs qui prennent 1 heure de leur temps pour regarder ce programme hebdomadaire d'information politique, économique et touristique. Dans ce programme, nous allons parler du Sénégal, nous allons parler de la Turquie, la RDC, du Bénin, de la Côte d'Ivoire, du Togo, du Cameroun, du Tchad, du Gabon, de la Sierra Leone, ainsi que du Burkina Faso. Je suis Constieka. Tout de suite, direction la RDC, le pays du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, un pays qui connaît quelques remous à l'approche des sénatoriales. Nous allons nous consacrer sur une figure emblématique, un intellectuel et aussi un grand artiste, une figure emblématique qui marque le pas en Afrique, je dirais même dans tout le milieu afro depuis 4 décennies. C'est le grand Koffi Olomidé qui a décidé de franchir un pas et d'aller en politique. Vous verrez dans cet extrait Koffi Olomidé qui remet comme ça un de ses grands trophées au président Félix Antoine Tshisekedi, qu'il reçoit. Et ensuite, Koffi Olomidé qui a reçu son passeport diplomatique, faisant de lui l'ambassadeur de la culture dans son pays, la République démocratique du Congo. Mais un fait va marquer un tout petit peu l'histoire bénie de Dieu du grand Koffi Olomidé, c'est-à-dire le fait de vouloir rentrer en politique en passant par les sénatoriales. Sur cette affiche qui présente Koffi Olomidé pour les sénatoriales dans son pays, la RDC, et malheureusement, ce projet, cette envie de servir ses compatriotes congolais sera stoppé net. Pour quelle raison? Lui-même nous le dit ici, depuis Kinshasa, Koffi Olomidé. Mes chers compatriotes, Monsieur le Président de la CENI, je fais cette vidéo pour annoncer à la nation et à vous tous mes compatriotes qu'aujourd'hui, dimanche 28 avril 2024, j'ai fait le choix de me retirer de la course au Sénat. Tous mes compatriotes, vous savez, l'amour que j'ai pour notre nation. J'ai toujours eu envie de servir le Congo, même autrement que par la musique. C'est ainsi que j'avais été amené à poser ma candidature en tant que sénateur auprès du secrétariat provincial du Sud-Ubangui. Dans la journée de ce dimanche 28 avril, je suis tombé sur la lettre de démission, ou plutôt de retrait de la course au Sénat de M. Sami Badibanga, ancien Premier ministre de notre nation. Je ne comprenais pas bien son choix, mais je viens de le comprendre. Aujourd'hui, 28 avril 2024, l'Assemblée provinciale dans le Sud-Ubangui, mes chers compatriotes, s'est vidée de tous ses députés provinciaux, tous séquestrés chez certains présidents de certains partis politiques, qui de surcroît exercent des fonctions dans notre pays. L'Assemblée s'est donc vidée, on ne peut donc parler à personne. Ces députés ont l'ordre de ne pas voter selon leur âme et conscience, mais de n'exécuter que la volonté de ces hommes politiques et leur parti. C'est ainsi que j'ai préféré me retirer de ce simulacre de vote parce qu'il n'y a pas de scrutin. J'avais pensé jusque-là que le sénateur était quelqu'un de digne, élu honnêtement. Il n'y a pas d'honnêteté. Il n'y a pas de vote libre. Ça se passe comme dans les westerns en Amérique. C'est une honte pour notre nation. Je chercherai à rencontrer le patron de la CENI pour lui expliquer cela. Et d'ores et déjà, je demande à tous mes compatriotes de se lever contre ce vote, ce simulacre de vote, cette honte à la nation. Le Congo mérite mieux. Le Congo a besoin de tous ses enfants. Le Congo a besoin que les sénateurs qui sont censés contrôler l'action du gouvernement, voter des lois pour que le Congo avance, le fasse librement,
en âme et conscience. Je me retire et je demande à tous les députés provinciaux dans le sud du Bangui de se souvenir que ce sont des hommes. Je les avais rencontrés quand je suis allé à Guémena. J'avais eu affaire à des hommes, mais je me rends compte que ce sont des personnes dont on dompte la conscience et à qui on donne des ordres dans un moment où le Congo a besoin de toutes les intelligences de ses fils et de tous les bras. Voilà qui ne fera pas plaisir à ses compatriotes, dites-vous, dans cette province où je crois qu'Kofi Olomide avait décidé d'être sénateur. La politique a ses différents attraits et je crois que Kofi Olomide l'a si bien compris. Lui qui a décidé de stopper tout de suite net en faisant le retrait de sa candidature pour ses sénatoriales. On se retrouve juste après la réclame. Communiqué de la présidence de la République. Le président de la République, Son Excellence M. Alassane Ouattara, a procédé ce vendredi 3 mai 2024 à la signature de plusieurs décrets de nomination au titre de la présidence de la République et du gouvernement. Au titre de la présidence de la République, M. Jeannot Kouadio Aoussou, ancien président du Sénat, est nommé ministre d'État, conseiller spécial à la présidence de la République. Monsieur Abdallah Albert Touakeuse Mabri, ancien ministre, est nommé ministre conseiller à la présidence de la République. Monsieur Mamadou Sanogo, ancien ministre, est nommé ministre conseiller à la présidence de la République. Au titre du gouvernement, sont nommés vice-gouverneurs du district autonome d'Abidjan les personnalités ci-après. Premier vice-gouverneur, Monsieur Paulin Claude Danhaut. Deuxième vice-gouverneur, Madame Brou Adjoa Jeanne, épouse Peumont. Troisième vice-gouverneur, Madame Nassalatou Diaby. Quatrième vice-gouverneur, Monsieur Éric Taba Glaou. Cinquième vice-gouverneur, Monsieur Ibrahim Konaté. Fait à Abidjan le vendredi 3 mai 2024. Nous allons tout de suite du côté du Bénin, le pays dirigé par le président Talon. Et dans ce pays, rien de plus normal, un personnage qui fait un tout petit peu la ronde des pays d'Afrique francophone y a été reçu. Dans l'optique de consolider la coopération entre le Bénin et l'Union européenne, qui est déjà solide et axée sur l'avenir, le président du Conseil européen, M. Charles Michel, a été reçu par son Excellence, M. Patrice Talon. Reportage Charlotte Abdoulaye, Gérard Richard Gozo, Tchatchoua Séverin et Bassolé Marcel. En visite officielle au Bénin, le président du Conseil européen, M. Charles Michel, a été reçu en audience le vendredi 26 avril 2024 au Palais de la Marina par le président de la République du Bénin, Son Excellence Patrice Talon. Au cours de l'entretien qu'il a eu avec le président de la République du Bénin, le président du Conseil européen, M. Charles Michel, a salué les performances du Bénin sur le plan des infrastructures, des réformes économiques, des investissements et du renforcement du capital humain. Ces avancées notables se traduisent en un regain d'attractivité pour le pays et renforcent la confiance des partenaires au développement. L'intégration sous-régionale et les questions de sécurité, notamment la lutte contre le terrorisme, ont également meublé les échanges entre les deux hautes personnalités. Sur ce dernier volet, l'Union européenne réaffirme son soutien au peuple béninois et promet d'intensifier son appui par le renforcement logistique de l'armée béninoise à travers la fourniture d'équipements de pointe pour faire face efficacement aux menaces de type extrémiste et djihadiste.
Nous sommes actifs pour soutenir tous les efforts sur le terrain du développement et de la prospérité. On observe aussi les investissements importants réalisés par le Bénin dans le domaine des infrastructures. On observe aussi les réformes économiques qui amènent des résultats en termes d'attractivité pour les investissements privés. Nous avons aussi eu l'occasion d'échanger sur la situation régionale, en particulier la lutte contre le terrorisme et les questions de sécurité ont été au cœur de nos échanges puisque l'Union européenne souhaite être un partenaire engagé également au travers notamment de financement pour pouvoir fournir du matériel, des équipements destinés à la sécurité, destinés à la lutte contre le terrorisme, des équipements de type drone, de type véhicule, équipements pour collecter des renseignements également. Nous sommes en train de mobiliser, rien que pour cette année, 47 millions d'euros, avec des enveloppes qui sont dédicacées par exemple à l'acquisition de drones ou encore d'avions de collecte de renseignements, investissements prévus également dans le domaine de la marine béninoise, et puis des investissements afin de soutenir les initiatives pour faire reculer la menace terroriste. Et on voit bien les efforts importants consentis par les autorités du Bénin qui sont très mobilisées pour protéger leur population. En marge de cette visite de travail à la présidence de la République du Bénin, le président du Conseil européen a également pris connaissance des projets dans le domaine de la formation professionnelle en allant au contact des acteurs du secteur. Épilogue d'une tournée qu'il a conduit au Sénégal et en Côte d'Ivoire, la tournée ouest-africaine de M. Charles Michel, président du Conseil européen, s'achève en terre béninoise sur une note d'espoir et de perspective d'une coopération renforcée et durable. M. Charles Michel, président du Conseil européen, a séjourné au Bénin du 25 au 26 avril 2024. Après le Bénin, faisons un tour dans le pays des champions d'Afrique, les champions de la CAN 2023. Eh oui, c'est comme ça. C'est le pays du président Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire. À Abidjan, le 29 avril dernier, son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, chef de l'État, a accordé un entretien à Madame Kamikawa Yoko, ministre des Affaires étrangères du Japon. Reportage Ousmana Koulibaly, Charlotte Abdoulaye, Marcel Bassolé. Au cours des prochains mois, la deuxième phase de l'échangeur Shinzo Abe de l'amitié ivoiro-japonaise sera mise en service, démontrant ainsi la solidité de l'amitié entre la Côte d'Ivoire et le Japon. C'est d'ailleurs par la Côte d'Ivoire que la ministre japonaise des Affaires étrangères débute sa première tournée africaine en Afrique subsaharienne. Les échanges entre le chef d'État ivoirien, Son Excellence Alassane Ouattara, et son hôte ont porté sur la coopération bilatérale entre la Côte d'Ivoire et le Japon et les moyens à mettre en œuvre pour son renforcement. Madame Kamikawa Yoko est venue réitérer au chef de l'État ivoirien, Son Excellence Alassane Ouattara, la confiance que le Japon accorde à la Côte d'Ivoire, confiance qui devrait se traduire par un soutien accru du gouvernement japonais à plusieurs projets de coopération. Je suis honorée d'avoir eu l'opportunité de me rendre en Côte d'Ivoire, ma première visite en Afrique subsaharienne depuis que je m'occupe du poste de ministre des Affaires étrangères. Tout d'abord, je voudrais exprimer ma gratitude à Son Excellence le Président Ouattara pour ses condoléances lors du tremblement de terre dans la péninsule de Noto. Avec le Président Ouattara, nous avons évoqué la visite du Premier ministre Abe en 2014, sa première visite en Afrique de l'Ouest francophone. Nous avons convenu que la relation amicale entre les deux pays se sont approfondies dans divers domaines au cours des 10 dernières années. Le Japon considère votre pays qui maintient chaque année un taux de croissance économique élevé et bénéficie d'un environnement des affaires stable et favorable comme une porte d'entrée pour rayonner vers la région francophone de l'Afrique de l'Ouest et continuera à renforcer les relations économiques entre nos deux pays. Plus précisément, la Côte d'Ivoire et le Japon se sont mis d'accord pour co-organiser le Forum économique public-privé Japon-Afrique en décembre prochain. En outre, alors que l'instabilité dans la région du Sahel continue de se prolonger, le maintien de la stabilité politique et économique en Côte d'Ivoire est la clé de la paix et de la stabilité régionale, mais aussi pour l'Afrique tout entière. Pour cette raison, le Japon contribuera à la paix et à la stabilité dans la région en renforçant les capacités de contrôle des frontières et de réponse d'urgence dans la région du Nord, en améliorant les services publics et en soutenant les réfugiés. Au but de la réunion ministérielle de la TICAD en août de 2024 et la TICAD 9 en août de l'année prochaine,
nous renforcerons davantage nos relations de coopération bilatérale et notre coopération pour résoudre défis africains et mondiaux. Pour sa part, le chef de l'État ivoirien, son Excellence Alassane Ouattara, a salué la longue relation d'amitié qui lie la Côte d'Ivoire et le Japon depuis 1966, avant de relever les nombreux investissements obtenus par la Côte d'Ivoire de la part du gouvernement japonais. Je voudrais dire que le Japon et la Côte d'Ivoire entretiennent des relations d'amitié depuis 1966, quelques années après notre indépendance. Et ces relations sont des relations de confiance. Et d'ailleurs, nous avons eu le privilège d'avoir eu la visite du Premier ministre Shinzo Abe il y a 10 ans en Côte d'Ivoire. Et moi-même, j'ai eu le grand honneur d'avoir été reçu avec la première dame par l'empereur du Japon en 1992. C'est dire combien les liens sont forts, les liens sont anciens et les liens sont des liens d'amitié et de confiance. En plus de cela, la Côte d'Ivoire a reçu de nombreux investissements du gouvernement japonais et bien sûr dans tous les secteurs, le secteur des infrastructures, de l'énergie et de l'agriculture, du social. Et nous avons participé à plusieurs TICAD, c'est-à-dire c'est le Tokyo International Conference pour le développement de l'Afrique, qui aura sa 9e session l'année prochaine. Et nous serons bien sûr présents. Et Madame la ministre des Affaires étrangères nous a informé également que la Côte d'Ivoire pourrait abriter, si nous en étions d'accord, ce à quoi nous avons donné notre accord, un forum économique Afrique-Japon du secteur privé en décembre prochain. C'est dire que la Côte d'Ivoire est véritablement une place attractive depuis donc, la performance que nous avons eue avec la Cannes. Je voudrais dire que l'échangeur Shinzo Abe de l'amitié ivoiro-japonaise est à 70% terminé et nous pensons que l'inauguration pourra se faire dès l'année prochaine. Le forum spécialement conçu pour le secteur privé, prévu en décembre prochain, a pour objectif de favoriser les échanges économiques et commerciaux entre les deux pays. Du Bénin au Togo, on peut traverser la frontière à pied, même à bicyclette. C'est très facile de se rendre au pays dirigé par le président Faure Issongsinbe Yassingbe. Et dans ce pays, le Togo, rien de plus normal que de fêter la 64e édition de l'indépendance de ce petit pays d'Afrique, mais grande part de ses ambitions. Le président Faure Issongsinbe Yassingbe a présidé cette manifestation, qui est une manifestation de grande envergure pour tous les Togolais. C'est quand même la fête de l'indépendance. Reportage Gérard Richard Gozo, Tchatchoua Séverin, Raoul Sankoué et Éric Bikek. Le Togo a commémoré le 27 avril 2024 le 64e anniversaire de son accession à la souveraineté internationale. À la veille de cette célébration, le président de la République Faure Issongsinbe Yassingbe a procédé à la ranimation de la flamme de l'indépendance. Ce geste républicain du chef de l'État, suivi de la sonnerie aux morts et à l'exécution de l'hymne national, terre de nos aïeux, est un devoir de mémoire envers les héros nationaux.
c'est aussi une invite à tous les citoyens à la vigilance et à la préservation des acquis afin que chacun à son niveau contribue à la construction de la nation, dans la paix et dans la concorde. La cérémonie s'est déroulée en présence des présidents des institutions de la République, des membres du gouvernement, des autorités militaires, politiques, administratives et traditionnelles, ainsi que les représentants du corps diplomatique et des organisations internationales. Après la ranimation de la flamme, le président de la République Faure Esozimna Gnassingbé s'est rendu au palais de Lomé où il a assisté à un spectacle numérique fait de sons, de lumière et de vidéo mapping. Après le Togo, allons-y faire un tour en Turquie, ce pays présidé par son Excellence Erdogan, et ce pays qui a accueilli une forte délégation ivoirienne, avec à sa tête le président d'une noble institution ivoirienne, le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, l'honorable Adama Bitogo, qui avait à ses côtés le maire de la commune du Plateau, une commune administrative du Plateau, je dirais même la commune qui abrite la présidence de la République de Côte d'Ivoire, M. Jacques Ewo, et en compagnie aussi de la députée de la commune de Koumassi, une des communes très populaires en Côte d'Ivoire, l'honorable Adjaratou Traoré, ainsi que M. Mabri Touakeuse, une délégation forte ivoirienne et de nombreuses autres personnalités qui formaient cette délégation ivoirienne du côté de la Turquie. Reportage Charlotte Abdoulaye, Marcel Bassolé. Le 25 avril 2024, l'honorable Adama Bitogo, président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, a eu un entretien avec le président de la Grande Assemblée nationale turque avant de visiter le mausolée d'Atatürk. Le premier président et fondateur de la Turquie, Mustafa Kemal Atatürk, est inhumé dans ce mausolée qui s'étend sur une superficie de 720 000 mètres carrés, dont la hauteur est de 62 mètres. Ce mausolée est situé à Ankara, la capitale turque. Il est un lieu touristique et symbolique pour le peuple turc. En visite de travail en Turquie, le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, l'honorable Adama Bitogo, s'est rendu au mausolée d'Atatürk où il s'est incliné et a déposé une gerbe de fleurs. Nous sommes d'abord inclinés, la délégation et moi. Ensuite, nous avons visité son musée qui est l'expression de l'homme, qui nous a permis de connaître l'homme, de voir que c'était un homme de grande personnalité, qui avait une ambition forte pour son pays. Et nous ne sommes pas surpris aujourd'hui de voir que le président Erdogan est le prolongement donc du président Atatürk dans sa vision. Nous repartirons d'ici avec le sentiment que les grands hommes ne meurent pas, un peu comme Houphouët-Boigny l'a été pour nous en Côte d'Ivoire. Le président Adama Bitogo a utilisé la diplomatie parlementaire lors de sa première journée de visite officielle d'amitié et de travail en Turquie pour renforcer les relations économiques, commerciales et culturelles entre la Côte d'Ivoire et la Turquie. Il a notamment eu des entretiens avec le ministre de Commerce turc, M. Omer Bolat, ainsi que le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles. Un modèle de développement réussi et harmonieux. Un héritage de modernité et de démocratie incarné par Atatürk, leader visionnaire et père fondateur de la République turque, a écrit l'honorable Adama Bitogo, président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, dans le livre d'or du mausolée. Nous allons tout de suite au Togo et là-bas nous allons parler des élections régionales et sénatoriales. Le président de la République togolaise, son Excellence Faure Esozimna Gnassingbé, a décidé, lui, de ne pas voter à Lomé, mais d'aller voter dans une ville à l'intérieur, c'est-à-dire Pia. Reportage Charlotte Abdoulaye, Marcel Bassolé. Les Togolais régulièrement inscrits sur la liste électorale sont aux urnes ce lundi 29 avril 2024 afin d'élire leurs nouveaux députés et conseillers régionaux. Le président de la République du Togo, son Excellence Faure Esozimna Gnassingbé, a rempli son devoir citoyen en votant au bureau de vote numéro 1 du lycée Maman Danida de Pia, commune de Koza 2, pour les élections législatives et régionales. Dans l'ensemble, le scrutin se déroule dans le calme et la tranquillité. Pour cette double élection, la Cour constitutionnelle a validé 2348 candidatures, ce qui représente un total de 353 listes pour toutes les circonscriptions électorales. La diversité des candidatures reflète l'énergie de la jeune démocratie togolaise et la volonté de toutes les Togolaises et de tous les Togolais à participer au renforcement de la gouvernance inclusive du Togo dans un environnement de paix et de cohésion. À l'issue de ce double scrutin, 113 députés seront élus pour la nouvelle législature et 179 conseillers régionaux pour les 5 régions administratives du Togo.
Après le Togo, nous allons faire un tour du côté du continent. Mais nous reviendrons dans cette émission sur la planète Côte d'Ivoire, parce qu'elle va rimer énormément ce programme. Mais tout de suite, faisons quand même un petit tour du côté du continent. On va retrouver tous nos collaborateurs, à savoir Raoul Sankoué, Richard Gozo, Tchatchoua Séverin et Eric Bikek. Nous allons parler de quelque chose qui est attendu dans ce pays depuis longtemps, à savoir l'autoroute qui va relier la capitale économique Douala et la capitale politique Yaoundé. Nous avons la certitude que le coup de fouet, le coup d'orgueil s'est quand même déroulé depuis la dernière CAN 2023 à Abidjan, où nous savons que tout le public camerounais a vu des autoroutes dans ce pays et que l'ego camerounais a quand même été touché. Donc la première phase de cette autoroute qui fera plaisir à tous les Camerounais, où on verra moins d'accidents de circulation, cette première phase s'est achevée. Reportage Raoul Sankoué, Richard Gozo, Tchatchoua Séverin, Eric Bikek et Marcel Bassolé. Venant de Yaoundé par Colbisson ou de Douala par Boulniébel, les voies de raccordement de l'autoroute Yaoundé-Douala sont déjà accessibles. Cela a été observé pendant la visite d'évaluation du ministre des Travaux publics du Cameroun, Emmanuel Ganoudjou Messi, le 24 avril 2024. Après avoir terminé cette phase, la réception est prévue pour la fin du mois d'avril. Nous pouvons annoncer que la date qui a été décidée pour la réception provisoire des travaux des voies de raccordement est au 30 avril. Cette date-là, néanmoins, cette date-là ne peut pas donner autorisation à l'accès à l'autoroute, vu que l'autoroute elle est en phase de préparation qui rentre dans le cadre des travaux des installations d'exploitation. En attendant la mise en service de ces voies, dont 25 km de linéaire reliant Douala à Yaoundé par Boumniébel, on peut d'ores et déjà profiter de l'infrastructure moderne et fluide qui serpente la forêt. Des travaux subsidiaires sont en cours d'exécution. Ils portent sur la construction des bâtiments de garde de péage au PK0 et 59, ainsi que l'acquisition de matériel d'exploitation complémentaire. Cependant, c'est la cabine qui attend d'être incrustée dans la macrostructure qui se dresse fièrement ici. La question du coût du péage a en outre été évoquée. Des concertations sont programmées afin de déterminer le juste prix qui devrait permettre aux usagers de circuler sur cette infrastructure. Les investisseurs camerounais ont clairement exprimé leur intérêt à exploiter les infrastructures connexes telles que les aires de repos. Ça fait plaisir de voir comme ça cette autoroute dont la première phase, soi-disant, est achevée. Nous quittons le continent 237 pour la planète Côte d'Ivoire, le 225. En Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara a reçu en sa résidence du quartier Cocody au Golfe le général américain et commandant militaire Africom. Reportage Ousmana Koulibaly, Charlotte Abdoulaye et Marcel Bassolé. Le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, s'est entretenu le lundi 29 avril 2024 à Abidjan avec le commandant du commandement militaire des États-Unis pour l'Afrique, le général Michael Langley. Le général Michael Langley est à sa deuxième visite de travail en Côte d'Ivoire depuis sa prise en fonction en août 2022 à la tête du commandement militaire des États-Unis pour l'Afrique. Les échanges entre le chef de l'État ivoirien, son Excellence Alassane Ouattara, et le général Langley, commandant d'Africom, ont porté sur la coopération et le partenariat en matière de sécurité entre le commandement militaire des États-Unis pour l'Afrique et la Côte d'Ivoire et les voies et moyens à explorer en vue de les renforcer davantage, notamment dans les domaines du renseignement et de la formation, de manière à faire face efficacement à la problématique de la sécurité, non seulement en Côte d'Ivoire, mais également au niveau de la sous-région. Si je suis encore revenue, c'est pour pouvoir renforcer nos relations et aussi permettre de pouvoir avoir plus d'informations ou aider mieux la Côte d'Ivoire à pouvoir résoudre ces questions de sécurité qui règnent dans la sous-région. Il faut dire que nous sommes conscients du fait que la menace existe, la menace est bien réelle et nous sommes, on va dire, là pour renforcer nos différents partenariats en matière de sécurité avec la Côte d'Ivoire de sorte à pouvoir mener à mieux cette mission de pouvoir aider à éliminer tout ce qui est violence extrémiste au niveau de la sous-région. Et l'une
des raisons pour lesquelles encore je suis là, c'est aussi pour féliciter la Côte d'Ivoire pour cette belle organisation, cette organisation réussie de la Coupe d'Afrique des Nations. Le commandant du commandement militaire des États-Unis pour l'Afrique, AFRICOM, est basé à Stuttgart en Allemagne et a pour mission de superviser toutes les opérations de sécurité et de guerre des États-Unis. Nous quittons la Côte d'Ivoire pour le Tchad. Le Tchad, où le président de transition, son Excellence Mahamat Idriss Déby Itno, est en campagne présidentielle à sa propre succession. Il est candidat. Un candidat qui va faire face au très populaire Masra Success, qui lui aussi est en campagne. Tous. Une campagne présidentielle qui connaît quelques heures. On espère que tout cela se passe dans l'ordre des choses. Reportage Marcel Bassolé, Constant Icard. À sa première prise de parole, le candidat Mahamat Idriss Déby Itno a déclaré lors d'un meeting qu'il n'était pas venu les mains vides, mais avec un projet de société pour les 5 ans à venir. Il faut noter que le niveau de sécurité élevé qui entourait le stade dans lequel le meeting se tenait traduisait une ambiance de méfiance au regard des pick-up et des hommes en tenue armés de lance-roquettes. Le candidat a affirmé sa détermination. Oui, je suis un candidat. Pas un simple candidat, mais un candidat solide. Est-ce que je ne suis pas un candidat solide? Est-ce que je ne suis pas un candidat populaire? 22 partis politiques de l'Europe occidentale me soutiennent. Rien à dire, je n'ai pas peur. Il n'y a pas de match. Notons que le candidat Mahamat Idriss Déby Itno est le candidat de la coalition Tchad Unie qui regroupe en son sein quelques 200 partis politiques. Le candidat poursuit sa tournée électorale dans les régions du sud de son pays, le Tchad, où il a promis le renforcement de la paix et la réforme de l'État, la réconciliation nationale déjà amorcée avec le retour des opposants, eux aussi en campagne. Le candidat a aussi promis la reconstruction d'infrastructures de base. Quant au Premier ministre de transition Succès Masra, lui aussi en campagne, il est l'un des principaux candidats au fauteuil présidentiel tchadien. Il faut noter qu'il a réuni une foule immense dimanche dernier, comme d'ailleurs vous le constatez. Nous avons déjà pour votre courage. Alors, Hassan, nous avons ensemble constaté que c'était un coup forfait. Il n'en doute que Succès Masra, qui fut de tout temps un ex-opposant tchadien farouche, de 40 ans d'âge, a été nommé Premier ministre dans un esprit de décrispation de l'univers politique tchadien. Succès Masra est à la tête du parti Les Transformateurs et candidat sérieux à cette présidentielle 2024 face à Mahamat Idriss Déby Itno, même si une opposition l'accuse de l'avoir trahi et que sa candidature est une manière de ravir des voix pour assurer une majorité au général Mahamat Idriss Déby Itno et ainsi conserver son actuel poste de Premier ministre, chef du gouvernement, alors que le peuple a son idée. Nous voulons d'abord une gouvernance transparente. Nous voulons que les choses soient claires au vu de tout le monde. Le bien du peuple, donc c'est pour le peuple. Ce n'est plus d'abord un bien individuel ni privé. Le candidat de transition tchadien depuis le 20 avril 2021, le général Mahamat Idriss Déby Itno, depuis le décès de son géniteur, sait qu'il joue gros, mais reste imperturbable et assuré de son élection comme président de la République du Tchad, démocratiquement élu. Après le Tchad, retour en Côte d'Ivoire où le président n'est pas de tout repos. Il a reçu dans sa résidence du Golfe à Cocody M. Martino de Cisio, président directeur général de Montage Gold. Reportage depuis la résidence du président de la République de Côte d'Ivoire à Cocody, dans le quartier du Golfe à Cocody. Ousmane Koulibaly, très percutant avec sa caméra, assisté de Lévite Vauman, Eddy. C'est le petit nom qu'il a aussi, Marcel Bassolé et Constant Icard.
C'est à 11h27 GMT, à la résidence du président de la République de Côte d'Ivoire, à Cocody Golf, le jeudi 2 mai 2024, que le cortège avec à son bord M. Martineau de Ciseaux et à sa tête le ministre Mamadou Sangafoa Coulibaly, ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, sont accueillis sur le perron de la résidence du président de la République de Côte d'Ivoire par le protocole présidentiel. Une fois va pris place dans la salle réservée pour la circonstance, l'arrivée du ministre directeur du cabinet présidentiel, M. Fidel Sarasoro, de Mme Masseri Touré Koné, secrétaire générale de la présidence de la République, qui prennent place aux côtés du ministre Mamadou Sangafoa des Mines, du Pétrole et de l'Énergie. Ces arrivées précèdent celles du chef de l'État de Côte d'Ivoire, président de la République, qui, à 11h41, fait son entrée dans la salle en souhaitant Akwaba à la délégation ainsi qu'à ses collaborateurs qui, pour la circonstance, on le comprend, l'entretien a lieu au domicile présidentiel. Après un instant de décrispation de l'atmosphère par le chef de l'État, le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie a fait le déroulé de l'entretien souhaité par toute sa délégation. C'est alors que cet entretien s'est tenu pendant une bonne demi-heure. Et après celle-ci, la délégation conduite par le directeur général Martineau de Ciseaux, aux côtés du président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, se sont exprimés face à la presse nationale et internationale qui, elle, était très impatiente d'en savoir un peu plus sur cette rencontre, si la télévision était là. Nous avons une bonne nouvelle à vous annoncer. Une grande nouvelle concernant le domaine de l'exploitation minière, notamment aurifère. Monsieur le président Martineau de Ciseaux est arrivé du Canada pour nous donner cette bonne nouvelle. Mais je lui en laisse la primeur, Monsieur le Président. Merci, Excellence, Monsieur le Président de la République. Aujourd'hui, c'est avec grande fierté que nous annonçons la découverte du projet Koné. Ce sont 5 millions d'onces avec un potentiel de production de 300 000 onces par an. En termes d'usine, on part de 11 millions de tonnes par an, qui serait de loin la plus grande usine en Côte d'Ivoire et la troisième plus grande usine dans la sous-région. Ça nécessitera des investissements de 400 milliards de francs de CFA. Avec le groupe Montage, notre ambition est d'en faire un grand groupe africain, commençant par la Côte d'Ivoire. Vu que personnellement, ça fait 15 ans que je travaille ici dans le pays, c'est avec une grande fierté d'avancer ce projet avec l'appui de la famille Lundin en tant qu'actionnaire principal. Notre objectif, c'est d'avancer ce projet d'une façon gagnante-gagnante avec nos partenaires locaux et avec l'État. Donc avec ceci, j'aimerais remercier l'État, la Chambre des mines, le ministère des Mines et Géologie et tous les participants locaux qui nous aident à avancer ce projet. Le président Alassane Ouattara, chef de l'État de Côte d'Ivoire, a traduit sa joie, qui est aussi celle de ses compatriotes ivoiriens, à l'annonce de cette découverte du projet Koné. Le projet s'appelle Koné. Exactement. Mais je croyais que ça allait s'appeler Ouattara. C'est alors que le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, très détendu, a pris congé des délégations et de la presse nationale et internationale. Nous quittons la Côte d'Ivoire pour le pays de la Teranga, présidé par son Excellence Bassirou Diomaye Faye. Nous allons au Sénégal. Le président sénégalais, chef de l'État, son Excellence Bassirou Diomaye Faye, est sur le terrain dans le cadre des attributions des parcelles à Mbour 4, nouvelle ville de Thiès. Rien ne sera plus comme dans le passé. Le président tient à faire un point d'honneur en respectant tout ce qu'il a promis au peuple sénégalais. Reportage. Le président élu de la République du Sénégal, son Excellence Bassirou Diomaye Faye, veut faire comprendre à son peuple le pourquoi
des mesures de suspension des procédures domaniales et foncières au Sénégal. En chef d'État avisé, il a effectué une visite inopinée sur les sites d'extension de Bourkat et la nouvelle ville de Thiès. Sa délégation était composée des autorités administratives et locales. C'est alors que le chef de l'État sénégalais a constaté les dégâts avec les services des domaines et de l'urbanisme. On est entré par là, on a fait ce grand tour jusqu'ici, on est passé par là jusqu'ici, on est actuellement ici. Tout ce que vous voyez c'est Bourkat, tout le reste c'est la nouvelle ville. Dans ce plan, vous avez les grandes superficies, à l'intérieur il y a des parcellaires. Qu'est-ce que vous appelez grandes superficies? Les grandes superficies, quand je dis grandes superficies, c'est les superficies qui varient de 1, 2, 3, 4, 5, 6 hectares. Maintenant, les petites superficies, c'est le morcellement de ces grandes superficies à l'intérieur. Ce sont les parcellaires pour que les gens puissent disposer d'une assiette pour pouvoir ériger une construction ou un équipement. La ville de Thiès, on a mis à sa disposition combien de parcelles? 120 parcelles pour toute la ville. Ça fait environ combien d'hectares, monsieur? Un hectare, c'est environ 45-30 parcelles. Parce que ça, on a des parcelles de 200 mètres carrés, on n'a pas des parcelles de 150 mètres carrés. 120 parcelles de 200 mètres carrés, c'est combien d'hectares? 3 hectares. 3 hectares. Ce que je voudrais établir, c'est qu'il est arrivé dans ces lotissements-là que, à la ville de Thiès, pour tous les citoyens de la ville, j'allais dire presque, en prenant pas en compte pour le moment les communes, qu'on donne 3 hectares. Et qu'à un seul individu, on donne 13 hectares par exemple, c'est arrivé. Et c'est ce que je vois là, partout, avec des 30 hectares par-ci, des 9 hectares par-là, des 37 hectares là, des 5 hectares. Parfois à des citoyens aussi, 20 hectares. La même personne, 16 hectares, 18 hectares, 40 parcelles pour une seule personne. On ne peut pas laisser passer ça. Nombreuses irrégularités constatées par le chef de l'État, son Excellence Bassirou Diomaye Faye, aux yeux de toute la délégation qui l'accompagne et des responsables des domaines, ce qui, de facto, entraîne des mesures correctives. J'avais une idée de ce qui se passait ici. Déjà en prison, j'ai eu des informations faisant état de personnes qui étaient membres de l'ancien régime et d'autres à qui on a attribué des dizaines d'hectares. Et au même moment, j'avais entendu le maire de la ville de Thiès dire qu'on lui a donné que 120 parcelles de 200 mètres carrés qu'il devait distribuer à ses concitoyens. Je viens d'apprendre avec les services des domaines que la nouvelle ville de Thiès, qui se trouve principalement dans la commune de Keur-Moussa, donc presque les 2000 ou plus de 2000 hectares sont situés dans la commune de Keur-Moussa, que la commune de Keur-Moussa n'a obtenu que 25 parcelles pour loger des habitants de Keur-Moussa. Vous avez vu avec les services qu'il y a des gens, des politiciens, à qui on a donné, des hommes d'affaires, à qui on a donné 100 hectares, 30 hectares, 13 hectares, 50 hectares, et même pour l'un d'entre eux, on parle de 200 à 300 hectares. Quand l'alternance est arrivée, le 24 mars 2024, certains de ceux qui étaient attribués se sont empressés pour demander par arrêté ministériel d'obtenir un titre foncier pour soi-disant sécuriser un droit foncier qu'ils savent qu'il est irrégulièrement acquis. D'un autre côté, il y a parmi eux qui ont commencé, parce qu'ils ont obtenu aussi un morcellement des hectares qui leur sont attribués, qui ont commencé à vendre. Et cela ne s'est pas passé seulement au niveau de Thiès. Dans tous les sites où on a demandé l'arrêt des transactions et des constructions, c'est cet empressement-là à vouloir mettre l'État devant les faits accomplis qui a motivé qu'on ait pris ces mesures conservatoires. Le président de la République souhaite restituer une justice sociale pour des communes bénéficiaires des parcelles dérisoires de 2700 hectares. Il est impensable que pour la justice sociale et pour l'égalité des citoyens, devant les chances d'accès à tous, ce n'est pas que le travail ou à l'emploi, mais aussi à un toit décent pour se loger. Comment un citoyen thiessois, qui n'est pas mieux né que les autres, qui n'a rien fait d'exceptionnel, peut se faire octroyer 13 hectares pendant que la ville n'a que 3 hectares. Et que cette personne-là se sente à l'aise à se réveiller, à regarder ses concitoyens thiessois
et souvent même à leur demander son suffrage pour présenter au destiné de cette ville-là. Ça, on l'a répertorié dans énormément de localités et croyez-moi, ça ne passera pas. Le sens de la démarche du président Bassirou à faire auditer et régulariser cette frauduleuse situation relevant du passé. C'est alors qu'il a demandé aux services compétents fermeté sur toutes les décisions concernant les sites répertoriés. Après le Sénégal, et merci comme ça au président Bassirou Diomaye Faye de veiller à ce que tous les Sénégalais se sentent heureux, qu'il n'y ait pas certains qui s'octroient des parcelles de plusieurs centaines d'hectares ou encore des dizaines d'hectares, alors qu'il y en a que certains qui en ont à peu près, à peine 50 mètres carrés de parcelles pour construire. Nous quittons le Sénégal pour la Sierra Leone, un pays d'expression anglaise dirigé par son Excellence Julius Maada Bio. Ce pays d'expression anglaise, dirigé par Julius Maada Bio, président de la République de Sierra Leone, chef de l'État et du gouvernement et commandant en chef des forces armées. Je tiens à le préciser, en précision et détail. Nous allons écouter une interview accordée à des collègues par Madame Fatima Maada Bio, épouse du président sierra-léonais, qui fait un état des lieux désastreux sur la République de Sierra Leone, non en sa qualité de première dame de la République de Sierra Leone, mais en qualité de citoyenne lambda. Elle se réclame une citoyenne sierra-léonaise qui donne son point de vue sur la situation désastreuse de la Sierra Leone que vivent les populations sierra-léonaises. On se la regarde. When you look at what Sierra Leone have to offer when it comes to our mineral resources. The kind of mineral resources we have in our country is enough to take care of everybody in that country. We should not have a single poor person in Sierra Leone. But unfortunately, we are not given the free will to make decisions on our own mineral resources. There's always Big Brother who decides. And when you fight and say, no, we are not going to do this, they use the system to stop you. It's either they set you up with the opposition and they'll be supporting the opposition against you from the back, or they cause unnecessary chaos in your country so that you are not able to even govern your own people. They will do things to make you not to be functionable. And of course, any country that don't have peace cannot develop. You have to have peace before you talk about development. I'll give you a simple example about Sierra Leone. Every mining company that is in Sierra Leone today is owned by a foreigner. Every mining company. If it's not the Chinese, it's the American, it's the British. Our electricity, Bumuda, is run by the British, and we still don't have light. We're looking for light. Electricity. If you don't have electricity, how can you talk about education? How can you talk about health facility? How can you talk about improving the infrastructure of your country? We don't have electricity. Now, do we actually even have proper water, pipe-borne water, so that our kids will not be sick? We don't have those facilities. Why? With all the minerals we have, there is a cap you put. Before my husband became the president of Sierra Leone was benefiting, they said, what's the word? 0.000.1%. What is that? Basically, a company can take as much as $100 million out of the country in terms of minerals, and then they can just give the country $10,000. Now, what will $10,000 do for our health system? What does $10,000 do for our educational system? And these are the things I believe that are stopping Africa from progressing. We don't have a say. The sense about us celebrating independence, I don't know why we celebrate independence, because we are not free. That is my own take. I'm not speaking also on behalf of the government of Sierra Leone, nor am I speaking on behalf of His Excellency the President. I am speaking as Fatima, as a citizen of a country who believes that things need to change.
dans l'espoir que le gouvernement de la République de Sierra Leone revoie tous ces avantages accordés aux grandes puissances étrangères. On se retrouve juste après la réclame. Après cette déclaration et cette mise au point de la première dame de la République de Sierra Leone, Madame Fatima Madame Bio, nous allons faire un tour du côté du pays des hommes intègres, la République du Burkina Faso, présidée par le capitaine Ibrahim Traoré, chef de l'État, président de transition de la République du Burkina Faso. Le Burkina Faso, comme vous le savez, est dirigé par le capitaine Ibrahim Traoré, qui poursuit sa logique de la construction d'un Burkina nouveau. Une traque contre les fraudeurs vient de porter ses fruits. Cela concerne un réseau de fausses déclarations douanières et d'immatriculation des véhicules. Le préjudice se chiffre aux milliards de francs CFA. Reportage Lévi Vaunan, Marcel Bassolet, Costa Rica. Au Burkina Faso, une pratique vieille de 10 ans de supercherie douanière et d'immatriculation de véhicules importés vient d'être stoppée. Les fraudeurs sont tombés dans les filets de la Coordination nationale de lutte contre la fraude, en sigle CNLF. Un préjudice financier estimé à 1 milliard de francs CFA, comme nous l'atteste ici Dr Yves Kafando de la Coordination nationale de lutte contre la fraude au Burkina Faso. Après leur importation auprès des services douaniers, il se trouve des usagers qui, sur la base de manipulations infographiques, parviennent à modifier les déclarations de sel, engrais, l'huile alimentaire, herbicides, marchandises diverses, etc. Cette manipulation vise à faire correspondre les caractéristiques des véhicules en leur possession sur les déclarations afin de faire croire qu'il s'agit d'une opération régulière de dédouanement. À ce nouveau document falsifié, ils arrivent à s'octroyer une immatriculation qui est certes légale puisque délivrée par le ministère des Transports, mais malheureusement, ces véhicules n'ont pas fait l'objet de dédouanement, c'est-à-dire les recettes n'ont pas été payées dans les caisses de l'État. La Coordination nationale de lutte contre la fraude au Burkina Faso continue et les investigations vont bon train avec d'autres structures impliquées dans cette lutte contre la fraude. Dr Yves Kafando exhorte les populations à beaucoup plus de vigilance dans l'acquisition des véhicules au Burkina Faso. Ici, nous sommes face à une fraude qui concerne des biens non consomptibles. C'est-à-dire ce sont des biens qui ne disparaissent pas avec l'utilisation. Dès la première utilisation, le bien ne disparaît pas. Donc si vous avez fraudé avec un véhicule il y a 2 ou 3 ans, rassurez-vous que la fraude vous colle toujours. Donc à tout moment, on peut la retrouver. Tous ceux qui sont dans cette situation irrégulière ne peuvent pas échapper. Et il y a un certain nombre de véhicules que nous avons interpellés. Il y a une partie aussi qui est stationnée à Bobo. Parce que l'opération que nous sommes en train de mener, c'est sur l'ensemble du territoire. La Coordination nationale de lutte contre la fraude au Burkina Faso et l'ensemble de ses collaborateurs s'inscrivent dans la dynamique impulsée par le président de la transition, chef de l'État burkinabé, Ibrahim Traoré, pour la construction d'un Burkina nouveau. Nous quittons le Burkina. Qu'est-ce que ça fait plaisir de voir comment est-ce qu'on essaye un peu de stopper les fraudes dans nos différents pays. Et le Burkina, ça fait plaisir de voir tous ces fraudeurs qui sont mis aux arrêts. Nous allons faire un tour du côté du Gabon, le pays que dirige son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la transition gabonaise. Un pays qui a bouclé avec vraiment faste et solennité les travaux du dialogue national, présidé par son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema. Avant de retrouver un commentaire sur ces travaux, qui ont été des travaux salués par toute la population gabonaise, avec des résolutions unanimes pour le bonheur des Gabonais. Avant de retrouver cet élément condensé par l'équipe de rédaction de Consti Week News, depuis Libreville, ce moment solennel, dans le respect du calendrier fixé par l'équipe de transition. Comme je disais
bientôt présidé par le général Brice Clotaire Oligui-Nguema, nous allons retrouver notre correspondant depuis Libreville, Teddy Ossé. Teddy Ossé qui nous a permis d'avoir un condensé réel sur la fin des travaux du dialogue national inclusif. Avant de retrouver Teddy Ossé depuis Libreville au Gabon, et bien sûr la voix de Constant Ika, nous allons vous proposer un élément sur notre partenaire officiel, cette université qui forme de cadres d'élite en Afrique et avec une spécificité gabonaise. L'UIL, l'Université internationale de Libreville. L'Université internationale de Libreville, reconnue d'utilité publique grâce à son partenariat avec l'État, est un établissement privé d'enseignement supérieur à vocation scientifique et technologique composé, entre autres, de l'École polytechnique de Libreville, de la Faculté de droit et des sciences politiques, de l'Institut international de recherche biomédicale et biotechnologie, de l'Institut supérieur de gestion et d'économie appliquée. Et sa toute nouvelle école de médecine et de pharmacie. Son ouverture sur le monde du fait de ses partenariats avec les prestigieuses universités et institutions internationales lui permettent de s'arrimer à plusieurs systèmes de formation et de délivrer des diplômes reconnus. DUT, licence, ingénieur, master recherche et professionnel, exécutive MBA, doctorat. Venez vous former à l'exécutive MBA de l'UQAM Canada au métier de l'économie, gestion, du droit et de la science politique de l'industrie médicale et pharmaceutique. Devenez technicien supérieur ou ingénieur à l'Université internationale de Libreville, le fleuron de la formation universitaire en Afrique. On peut affirmer que la cérémonie a tenu toutes ses promesses. La solennité, l'enthousiasme et le sentiment du devoir accompli ont été la trame de toutes les adresses faites au cours de la remise officielle des résultats des travaux du dialogue national inclusif au chef de l'État, le général Brice Clotaire Oligui-Nguema. Pour la circonstance, il avait tout comme lors de l'ouverture des dites assises pour inviter le président Faustin Archange Touadéra de la République centrafricaine. L'assistance nombreuse au palais présidentiel ponctuait toutes les résolutions par des slaves d'applaudissements nourris. Il faut dire que le contenu délivré par la ministre des Réformes institutionnelles correspondait en tout point à l'idéal exigeant et nécessaire dont rêvaient les Gabonais. Ce nouveau Gabon esquissé est celui de la gouvernance vertueuse, de l'excellence et du mérite en se fondant désormais sur sa culture pour mieux se projeter dans le monde globalisé. La recommandation forte et qui a été saluée par un véritable tonnerre d'ovation et de viva est l'annonce de la mise en place dans les délais les meilleurs d'un comité de surveillance et de suivi des conclusions du dialogue national inclusif. Je m'engage à mettre en place dans les prochains jours le comité de surveillance et de suivi des conclusions du dialogue national inclusif. Cette importante décision du président de la transition, son Excellence Brice Clotaire Oligui-Nguema, venait en réponse aux souhaits émis par le Monseigneur Jean-Patrick Ibaba, qui a dirigé le bureau du dialogue national inclusif. Excellence, Monsieur le Président de la République, le 2 avril 2024, vous procédiez à l'ouverture solennelle des assises du dialogue national inclusif. Durant près d'un mois, les Gabonais et Gabonaises ont discuté et échangé sur tous les aspects de la vie de la nation, sans tabou, dans un esprit de respect mutuel. Ce dialogue a démontré que les Gabonais et Gabonaises, issus de couches sociales différentes et ayant des opinions divergentes, sont capables, avec hauteur et en toute responsabilité, de faire un exercice d'introspection et de débattre sur différentes thématiques. Il a certainement permis aux Gabonais et Gabonaises de faire un diagnostic dans chaque domaine sectoriel, de mesurer le degré de gravité des difficultés, leur impact sur le développement et de proposer des pistes de solutions capables d'atténuer ou d'endiguer les multiples maux auxquels notre pays est confronté.
Le mardi 30 avril 2024 restera une référence majeure dans l'histoire du Gabon. Elle signe la ligne de fracture entre hier de déplorables et douloureux souvenirs et la naissance d'un Gabon rayonnant d'optimisme qui désormais espère et croit en son génie propre pour offrir à toutes ses filles et à tous ses fils prospérité et progrès. Monseigneur, les livres se souviendront de vos directions magistrales au-delà de votre illustre personne. C'est également l'engagement de l'ensemble des confessions religieuses que vous avez porté et inscrit en lettres de noblesse dans le marbre de notre histoire commune. Au nom de la nation gabonaise tout entière, recevez mes sincères remerciements et félicitations. À vous, j'associe l'ensemble du comité d'organisation, les délégués au dialogue, la presse, les bénévoles, sans oublier les nombreux Gabonais qui ont contribué et suivi avec un réel engouement l'ensemble des débats, œuvrant ainsi au plein succès de cette rencontre nationale. Ces remerciements vont également à l'endroit de la communauté internationale et à tous les amis de la République gabonaise, dont l'engagement bienveillant a rehaussé la qualité de l'organisation de ces assises. Gabonaises, Gabonais, mes chers compatriotes, mesdames et messieurs, je suis persuadé que dans les pages de ce rapport se trouvent les grandes lignes du Gabon nouveau, que nous appelons de tous nos voeux. Le dialogue était nécessaire, réussi. Nous avons fait un pas, je dirais un pas de géant, vers la restauration de notre édifice commun. Toutes ces diligences et ces aspirations profondes confortent le grand rêve que je porte pour notre cher pays, celui de bâtir ensemble un tout autre Gabon. Au moment où les rideaux se referment sur les assises du dialogue national inclusif, les mots forts du président de la République Oligui Nguema continueront de résonner avec une tonalité et un éclat particulier qui traduisent détermination et implication. Il devra travailler rapidement à établir l'Assemblée constituante de manière à ce que la nouvelle constitution soit rédigée et soumise au référendum. Dans le même temps, ce comité de suivi devra s'atteler à proposer des mécanismes pour la mise en œuvre d'un nouveau code électoral, garantissant des élections transparentes et crédibles. Il est important de souligner que par ces différents mécanismes, le CTRI a pour mission, pendant cette période de la transition, de restaurer les institutions et de faire du Gabon un pays digne d'envie. Mes frères d'armes et moi-même accordons la plus haute valeur à cette œuvre commune, la plus formelle des vocations. Nous, qui avons pris l'engagement de défendre la patrie, jusqu'à en mourir s'il en était besoin. Cet engagement avait la valeur d'un pacte qui scelle ce que demain sera, et ce n'est pas peu de l'affirmer. Et comme pour marbrer davantage ce credo, le président de la République, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, poursuivra en précisant. Mes chers compatriotes, avant de clore mon propos, tout en félicitant les éminentes personnalités décorées, je souhaiterais paraphraser le passage de notre hymne national qui dit « Gabonaises, Gabonais, oublions nos querelles. Ensemble bâtissons l'édifice nouveau auquel nous rêvons tous. Car c'est unis dans la concorde et la fraternité que nous releverons le défi de faire du Gabon un pays prospère. »
Ainsi donc, je déclare clos les travaux du dialogue national inclusif. C'est enfin notre essor vers la félicité. Honneur et fidélité à la patrie. Que Dieu bénisse le Gabon. Je vous remercie. À toutes fins utiles, il nous faut ici souligner que le dialogue national inclusif, de par ses recommandations, avait pour objectif primordial et impératif la reconstruction et l'édification d'une nation qui avait perdu tous ses repères, comme l'a déclaré avec tristesse et amertume le président Brice Clotaire Oligui Nguema. Dès aujourd'hui, une nouvelle ère commence, portée par cette vague déferlante d'espoir et d'optimisme, qui voit les étoiles s'aligner et concrétiser l'essor de toutes les Gabonaises et Gabonais, fils dignes de ce pays, vers la félicité. Retour en Côte d'Ivoire pour boucler cette émission, la Côte d'Ivoire, où nous avons décidé de faire un flashback. Et ça a été le souhait du directeur général du CNN, M. Jean-Marie Mbega, qui a décidé comme ça de rafraîchir un peu la mémoire de certains. Pourquoi ne dit-on pas que la mémoire de l'être humain est prompte à l'oubli? Nous allons voir ce que le président Alassane Ouattara a fait en 8 ans de pouvoir. On revient avant de vous proposer ce qu'il a fait depuis 2020 à 2024. On va rentrer un tout petit peu en arrière, entre 2011 et 2019, pour vous présenter les réalisations exponentielles du président Alassane Ouattara en 8 ans de pouvoir, qui ont fait de lui un des présidents aux prouesses présidentielles jamais vécues en Afrique dans aucun pays. N'en déplaise en certains détracteurs, vous verrez comment il a pratiquement en 8 ans doublé tout ce qu'il a trouvé dans un pays, son pays, ce pays qui lui est cher. En bon patriote, le président Ouattara, voilà ce qu'il a fait en 8 ans de pouvoir entre 2011 et 2019. Juste un condensé. Au sujet de la paix et de la réconciliation, la CDVR, Commission Dialogue, Vérité et Réconciliation, a été mise en place afin d'œuvrer à la réconciliation et au rétablissement d'une paix durable entre toutes communautés vivant en Côte d'Ivoire. Notons déjà qu'en 2018, 800 prisonniers civils impliqués dans la crise post-électorale ont été amnistiés. À ce jour, sur 300 000 Ivoiriens réfugiés identifiés, 270 000 le retour effectif, soit près de 90%, et les efforts se poursuivent pour les 22 000 Ivoiriens restants, soit 10%. Toujours au crédit du président Alassane Ouattara, le renforcement des institutions par l'adoption d'une nouvelle constitution votée à 93% en 2016. 2012 sera marqué par la mise en place d'un cadre d'échange entre le gouvernement, la société civile et les partis politiques. Le 2 octobre 2015 est marqué par l'installation officielle du directoire de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire. Le 10 avril 2018, l'installation officielle du Sénat. Sur l'économie ivoirienne, elle se situait avant 2010 à plus de 2% et a connu une chute brutale de moins 4,2%. De 2011 à 2015, cette courbe descendante de l'économie ivoirienne connaît un redressement en 4 ans pour se situer en 2018 à 8,8% du taux de croissance du PIB, avec une légère baisse bouclant l'année 2019 à 7,5%. Au sujet d'investissement privé, la Côte d'Ivoire a connu un bond vertigineux de 6,3% en 2011, date de la session de la magistrature suprême du président Alassane Ouattara, à 13,8% en 2018, avec un budget passé de 2 918,7 milliards de francs CFA en 2010 à 8 061 milliards de francs CFA en 2020. La confiance des investisseurs privés est justifiée par la présence du président Alassane Ouattara au gouvernail du bateau Ivoire. Le taux d'investissement public est passé de 2,6% en 2011 à 7% en 2018. Les indicateurs sociaux ne sont pas en reste. Ils situent le taux de pauvreté à 51,5% en 2011, 46,3% en 2015 et 35% en 2018. On constate une réduction de près de 20% du taux de pauvreté en Côte d'Ivoire.
Quant à l'indice de développement humain IDH, le positionnement de la Côte d'Ivoire au 172e rang en 2015, passé à 170e rang en 2018, à la 165e place en 2019. Parlant des routes en Côte d'Ivoire, les chiffres donnent des vertiges. Les infrastructures routières de 2011 à 2019 affichent 22 ponts construits. Plus de 40 000 km de routes en terre et pistes rurales ont été réhabilités. 545 km de routes neuves interurbaines bitumées. 115 km d'autoroutes bitumées. 245 km de voiries bitumées. Quant à l'accès à l'eau potable, les localités desservies en eau de 2011 à 2019 donnent un état de 789 localités desservies en eau potable en 2011 et 1095 localités desservies en eau potable en 2019, soit 80% des populations ivoiriennes ont accès à ce jour à l'eau potable. La vision du président Alassane Ouattara se concrétise de jour en jour pour le grand bonheur des Ivoiriens. L'accès à l'électricité, on est passé de 34% seulement du taux de couverture en électricité en 2011 à 66% en novembre 2019, soit le double en seulement 8 ans de pouvoir, avec un tarif social dont bénéficient plus d'1 million de foyers à ce jour en Côte d'Ivoire. La capacité de production en électricité est passée de 1391 MW en 2011 à 2229 MW en novembre 2019, dont un peu plus à ce jour du double en 8 ans de pouvoir du président Alassane Ouattara. Il serait notable de rappeler aux populations de Côte d'Ivoire que le programme national d'électrification rurale, en abréviation le PRONER, affichait 1531 localités électrifiées de 1994 à 2011. Et à fin novembre 2019, ce sont 2796 localités électrifiées, soit près du double. Et pour terminer avec la réussite exponentielle du gouvernement du président Alassane Ouattara, le programme électricité pour tous, en abréviation le PEPT, à partir de 1000 francs CFA, ce sont 169 542 ménages qui bénéficient de ce programme d'électricité pour tous à novembre 2019. Que dire de tout ceci? Un seul mot, de la parole aux actes. Respect et merci, Monsieur le Président, pour toutes ces réalisations en 8 ans d'exercice de pouvoir, pour le bonheur des populations ivoiriennes. Tout en remerciant comme ça M. Jean-Marie Mbega d'avoir souhaité qu'on rediffuse comme ça cet extrait qui montre ce condensé, déjà de par le passé, entre 2011 et 2019, des prouesses de son Excellence, le Président de la République de Côte d'Ivoire. C'est le lieu pour moi ici de remercier toutes les équipes de CNN, à savoir du côté du Cameroun, Eric Bikek, Raoul Sankoué, Charlotte Abdoulaye, Tchatchoua Séverin, Gérard Richard Gozo, Jean-Marie Mbega et Timbo Christophe. Du côté de Paris, Sylvie de Boisfleury, à Libreville au Gabon, Teddy Ossé, en Côte d'Ivoire, Lévite Vonan, Eli, Ousmana Koulibaly, Marcel Bassolé, Constant Eka. Quant à moi, je vous donne rendez-vous au prochain numéro. C'était votre programme d'information avec l'UIL, l'Université internationale de Libreville, le fleuron de la formation universitaire en Afrique. Retenez que ce programme est en diffusion simultanée sur CNN TV et Radio Voltage 2 que vous retrouvez en téléchargeant l'application sur Google Play et Play Store. Vous pouvez suivre tous nos programmes sur www.cnntv.ci et en replay sur www.ciwebinfo.net. Je suis Constieka. Au revoir.